Hum, Chers internautes, bonjour. L'entrepreneuriat féminin reste encore aujourd'hui une importante source inexploitée de croissance économique dans presque toutes les régions du monde. L'Afrique du Nord n'échappe pas à cette réalité. D'après un rapport de l'OCDE, la région MENA, donc Middle East and North Africa, enregistre le plus grand écart entre les sexes en matière d'entrepreneuriat du monde. 12% des femmes dirigent leur propre entreprise contre 31% des hommes. Sur le continent africain en général, on note des entreprises dirigées par les hommes et celles qui ont à leur tête des femmes quelques écarts de performance. Par exemple, la performance des entreprises détenues par des femmes demeure presque systématiquement inférieure à celle des entreprises appartenant à des hommes. Les entreprises détenues par des femmes comptent souvent moins d'employés, enregistrent des ventes moyennes beaucoup plus faibles et créent beaucoup moins de valeur ajoutée. Et quand on s'appuie sur des données d'enquête portant sur 14 pays, la Banque mondiale constate en moyenne des larges écarts de profit entre les entreprises détenues par les hommes et celles détenues par les femmes. Il y a un écart moyen de 34% entre les sexes en termes de bénéfices mensuels. Ce chiffre varie toutefois en fonction des pays. Face à ces constats, il est nécessaire de réagir et de faire évoluer les écosystèmes pour rétablir un équilibre. Nous allons donc aujourd'hui essayer de comprendre les spécificités de l'entrepreneuriat féminin en Afrique du Nord, d'identifier des besoins et contraintes, mais avant tout échanger sur les bonnes pratiques à mettre en place pour compenser ces écarts de performance entre les entreprises détenues par des femmes et celles détenues par des hommes. Pour nous entretenir sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous 4 expertes qui connaissent très bien cette problématique. Il s'agit de Madame Emna Karouf, qui est leader consulting de l'Ouest Afrique francophone, Madame Hidayet Ayadi, qui est CEO de Scartoon. Je ne sais pas si Madame Ayadi est avec nous. Madame Sarah Amou, qui est co-founder de Wormwork, qui est un incubateur spécialisé sur l'entrepreneuriat féminin en Algérie, et de Madame Karima El Hakim, qui est Head of Business Development and Investor Relations de Falak Startup, qui est un accélérateur très connu en Égypte. Moi, c'est Christian Jekinou de l'agence Fanaka pour vous servir et j'aurai l'honneur et le plaisir de modérer cette table ronde. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Cet échange sera structuré en 3 parties. Nous allons aborder dans un premier temps les aspects plutôt juridiques et sociaux de l'entrepreneuriat féminin dans cette région. Puis nous allons aborder la question de l'éducation et des compétences. Et enfin, l'épineuse question du financement qui revient systématiquement dès qu'on parle d'entrepreneuriat. Donc sur le premier volet, bien qu'aucune loi formelle n'interdit aux entreprises appartenant aux femmes où le nombre de femmes entrepreneurs est bien inférieur à celui des hommes dans la région, les lois en vigueur ont tendance à respecter certaines coutumes et normes sociales et ce faisant à institutionnaliser, légitimer certains comportements. Ainsi, au regard de l'environnement social et économique, l'entrepreneuriat féminin présente des caractéristiques inhabituelles par rapport à celui porté par les hommes. On va faire un état des lieux très rapide. Je vais demander à Madame Karouf, qui a une plutôt bonne lecture de toute la région du nord de l'Afrique, quels sont les constats que vous faites, Madame Karouf, sur l'environnement économique et réglementaire par rapport à la facilité d'entreprendre en tant que femme dans la région? D'abord, bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous et participer à cette table ronde sur une thématique aussi importante. C'est vrai que la problématique de genre dans le business est une problématique qui devient de plus en plus marquée et de plus en plus importante. Vous avez souligné quelques chiffres. Cette mixité dans le management des entreprises est vraiment clé pour améliorer la performance. Et vous avez souligné tous les éléments qui permettent justement de mettre en avant que plus une entreprise est dans un management mixte, dans un conseil d'administration mixte, dans des équipes mixtes, plus d'abord elle va capter des talents, plus elle va permettre de mieux répondre à ses attentes clients et plus elle va être performante. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel en tant que femme, moi, en tant que leader du conseil chez Deloitte, je m'investis beaucoup parce qu'il y a énormément d'efforts et d'éducation à faire, notamment chez les femmes. Le frein est souvent chez les femmes. Je reviens sur la problématique juridique et sociale. C'est vrai que les cadres juridiques ne sont pas là aujourd'hui, ne favorisent pas ou ne défavorisent pas. Il n'y a pas
ces critères qui permettent de promouvoir un peu plus les femmes au détriment des hommes. On n'est pas dans cette approche-là aujourd'hui. C'est plutôt des contraintes. C'est plutôt des contraintes sociales qui sont là et qui freinent aujourd'hui l'entrepreneuriat féminin. Dans le cadre juridique, il y a énormément d'exemples. Je prends juste l'exemple tunisien du Startup Act qui est très très connu et donc qui donne un booster et qui donne un moyen complémentaire aux femmes et aux hommes d'ailleurs d'entreprendre dans les startups. Donc ça, c'est un levier d'encouragement. Je prends aussi des exemples de projets qu'on mène avec quelques acteurs, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, pour promouvoir cette promotion. Donc, on fait énormément de projets pour accompagner justement ces freins que peuvent avoir les femmes par rapport à un parcours, par rapport à une éducation. C'est vrai que si on prend juste l'exemple de la microfinance, on voit que les femmes entreprennent plus dans la microfinance que les hommes. Donc il y a cet instinct d'entrepreneuriat. Il y a encore cette peur de l'entrepreneuriat dans le monde du digital au sens large, mais je pense que c'est en train de se dépasser. On le voit, nous, dans les projets d'accompagnement, que ce soit des projets d'accompagnement aujourd'hui qu'on fait avec des jeunes en Tunisie ou des jeunes au Maroc, avec des acteurs type OST, type Columbia University, type l'université de Mohammed VI, pour justement accompagner ces acteurs dans l'écosystème. Je pense qu'on a quelques... Ouais. À dépasser Oui, justement, à dépasser justement ces premiers freins d'entrepreneuriat qui sont clés. Donc, on est de plus en plus sollicité, nous, en tant que de boîte, avec des financements spécifiques de bailleurs pour développer cet écosystème et pour rassurer ces entrepreneurs, pour les accompagner dans les premiers pas qu'ils font. Bien sûr, on a souvent dans ces programmes financés par dans ces programmes nationaux, cette problématique de genre pour être justement dans cette mixité. Mais par rapport aux composantes juridiques, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'accélérateur non plus, quoi. Donc on est là, mais il y a cette préoccupation sociale où la femme va être un peu moins entreprenante ou un peu moins averse au risque. Donc elle va être un peu plus réservée par rapport à ça. Et c'est pour ça que ces mécanismes d'accompagnement sont de plus en plus existent de plus en plus. Et on le voit, on accompagne notamment la diaspora sur des composantes comme ça, mais aussi des entrepreneurs locaux pour que justement leur impact et leur premier frein qu'ils rencontrent, et on sait que l'entrepreneuriat au départ est très risqué et souvent on a besoin d'accompagnateurs pour dépasser les premières difficultés. Donc on essaye modestement avec d'autres acteurs d'être dans super. cet accompagnement. Super. Merci beaucoup, Madame Caro. Madame Amou, vous avez un incubateur qui est spécialisé sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs en Algérie. Madame Caro parlait tout à l'heure de contraintes plutôt sociales, mais de façon plus globale, d'après ce que je comprends, il n'y a pas de contraintes juridiques en tant que telles. Quel est le contexte au niveau de l'Algérie et comment est-ce que finalement vous essayez de faire face à ces contraintes-là? Est-ce que de la même façon, il y a plutôt des contraintes sociales pour les femmes entrepreneurs en Algérie? Alors, bonjour à tous, donc, je suis Sarah Aïtamou, donc cofondatrice de l'incubateur Wombwork by the Annex DZ, donc le premier incubateur féminin en Algérie et en Afrique, plus globalement. Et donc, oui, l'incubateur vraiment a pour vocation de fournir un accompagnement, de la formation et de l'aide au financement pour justement promouvoir, soutenir, encourager et concrétiser
tous les projets de femmes, toutes les femmes en fait porteuses de projets, soit dans l'innovation, alors que ce soit dans la tech ou l'innovation de façon générale dans les domaines à fort impact comme l'éducation, la santé, l'environnement, etc. Et donc pour rebondir sur les propos de ma co-panéliste aujourd'hui, donc c'est vrai que les contraintes sont plus d'ordre social que juridique, je dirais. Donc c'est vraiment des freins sociaux, enfin, c'est un environnement social en fait qui est qui est représentatif des sociétés un peu nord-africaines à forte tradition où encore la femme n'est pas encore vraiment n'a pas le mindset entrepreneurial comme dans d'autres pays qui sont un peu plus peut-être avancés dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que on parle d'environnement familial qui peut être un frein. Donc c'est vraiment tout ce qui est foyer, par exemple, ça peut être constitué comme un frein. Alors, il y a d'autres freins qui sont un peu plus problématiques, à mon sens, qui est par exemple l'accès au financement. Donc, bon, on sait que l'accès au dont on va financement est un parler tout problème. à l'heure. D'accord, dont on va parler tout à l'heure de façon plus détaillée, certainement. Et c'est vrai que globalement, tout ce qui est socio, je dirais pas sociopolitique, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin vraiment prend de plus en plus d'ampleur à une échelle internationale. Donc, c'est vraiment, on parle d'entrepreneuriat général et d'entrepreneuriat féminin en particulier, tant ce dernier constitue un réservoir inestimable de ressources à mobiliser pour le développement. Mais c'est vrai qu'il y a des études qui ont démontré, par exemple, que la femme entrepreneur subit peut-être plus de contraintes que les hommes dans la conduite de leurs affaires. Et c'est peut-être une résultante aussi principalement de la pression de l'environnement sur la femme entrepreneur, qui doit un peu concilier entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et en fait, ces études ont un peu relevé que les femmes subissent peut-être une certaine pression de la société traditionnelle qui freine un peu le développement de l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, c'est vraiment c'est minime, je dirais. C'est pas des freins vraiment énormes, qui sont vraiment très surmontables et que l'on surmonte aujourd'hui. Et il y a des politiques qui sont je pense qu'ils commencent à être très favorables et c'est pour ça que nous on profite justement de cet élan, de cette dynamique pour justement accompagner et former et donner, en fait, être intégrer cette dynamique-là, tout simplement. Mais je Peut-être, pense en fait que la donne, la principale qui pourrait vraiment changer les choses, ce serait vraiment des politiques paritaires qui pourraient vraiment être développées et soutenues pour justement prendre un peu le problème à la racine, tout simplement. Ok. Madame El Hakim, vous travaillez dans un accélérateur en Égypte. On sait que l'Égypte est plutôt une place reconnue en ce qui concerne les startups, le développement des startups en général en Afrique, hein, même si beaucoup de startups égyptiennes sont plutôt tournées vers le Moyen-Orient en général. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi? Est-ce que finalement, quand vous regardez un peu le pipe des projets que vous accompagnez, est-ce qu'il y a un écart significatif entre les projets ou les startups portés par des hommes et celle portée par des femmes et c'est quoi le contexte en Égypte? Merci beaucoup Christian et merci. Je voulais dire bonjour à tout le monde et merci de m'avoir reçu là virtuellement, notamment à Marseille. Bonjour Marseille. Euh, bon, moi je travaille dans un accélérateur de tech et on voit comme vous avez dit Christian ce clivage entre les co-founders femmes et les co-founders hommes. Par contre, juste pour mettre en perspective ce que vous avez dit au début, c'est vraiment un phénomène global de voir beaucoup plus d'hommes en tech
que de femmes. Donc c'est vrai, ok, c'est spécifique à notre région, vu il y a le clivage est un peu plus grand et les restrictions sociales sont notamment beaucoup plus visibles, mais c'est quelque chose d'assez global qu'on peut même dire que c'est quelque chose de féminin de ne pas choisir de se aventurer en tech, de choisir beaucoup plus un parcours plus social avec des fonctions qui sont pas moins importantes que les tech entrepreneurs, mais dans un cadre où c'est beaucoup plus structuré, vu que la femme, elle a 5 rôles à jouer dans une journée, donc un rôle de mère, un rôle de sœur, etc. Et on voit beaucoup de femmes choisir des emplois structurés dans beaucoup plus grandes boîtes ou dans des fonctions publiques pour pouvoir aussi maintenir ce mode de vie avec sa troisième fonction à la maison, par exemple. Donc, on ne voit pas beaucoup de femmes qui soient attirées en général par le hashtag entrepreneur life qui veut dire on travaille à 8 heures du matin et on rentre à la maison à 3 heures du matin. Donc, c'est peut-être ça aussi à noter que c'est pas seulement quelque chose à voir dans notre région seulement. Et aussi, c'est le deuxième challenge, c'est le challenge d'entreprendre point dans notre région. C'est aussi, on est une région qui est très dynamique avec beaucoup de jeunes et aussi beaucoup de problèmes en parallèle. Donc peut-être les gouvernements sont en train de jongler beaucoup plus d'intégration, par exemple financial inclusion pour les gens qui n'ont pas de compte en banque. Donc ils n'ont pas beaucoup, leur focus n'est pas seulement sur développer le secteur d'entrepreneuriat dans le Moyen-Orient. Donc on a deux grands thèmes qu'on doit aussi réaliser, c'est que c'est régional, c'est pas seulement quelque chose de région, d'avoir un entrepreneuriat féminin un peu plus faible, et la difficulté d'entreprendre en général dans notre région est beaucoup plus forte que dans d'autres régions. Ce que je vais faire, et je vais faire ça très rapidement, c'est de vous donner un exemple de start-up qui, je sais que l'audience va vouloir comprendre un peu plus ça visuellement. C'est une start-up qui s'appelle MUM. M-U-M-M. C'est pas une start-up de chez nous, donc je suis pas en train de promouvoir un portfolio company, mais c'est une start-up assez intéressante parce que le mot mom, ça veut dire mom maman en anglais, mais aussi Ouais. c'est équivalent du jargon bouffe. La bouffe, le manger, quoi. Donc, mom en arabe, en égyptien. Et c'est un entrepreneur très intelligent qui s'appelle Walid, qui a créé ça il y a 8 ans ou 7 ans. Et c'était de créer une communauté de femmes entrepreneuses qui cuisinent dans leur maison pour des grandes entreprises. Donc, une femme qui n'a pas le luxe de descendre de chez elle parce que là, elle a 3 enfants, et elle doit cuisiner et tout. On lui prépare, mais vraiment d'une façon très professionnelle. Toutes les cuisines sont faites il y a il y a like sanitary reports qui vont visiter les maisons et à la fin, il a employé des centaines de milliers de femmes qui ont choisi d'être entrepreneuses chez elles à la maison. Et elles ont fait beaucoup d'argent, elles ont pu voilà, supporter leur famille de tel. Donc, c'est des choses qu'on voit de plus en plus en Égypte, c'est cette façon de faire une communauté de femmes. On a aussi le Uber pour femmes par des femmes, donc une application qui sert de Uber, mais qui a que des femmes chauffeurs et qui prend que des femmes de passagères. Donc, c'est vraiment ça reflète aussi les choix que les femmes veulent faire. Donc, c'est pas parce que la femme n'a pas la capacité d'être tech entrepreneuse, peut-être qu'elle n'a pas choisi cette discipline à l'université parce qu'elle veut pas. Elle n'a pas envie d'être un computer engineer. C'est pas quelque chose qui lui plaît. Et on voit beaucoup de femmes maintenant aussi qui travaillent dans l'investissement. On parle pas beaucoup, on parle très peu des femmes investisseurs dans le Moyen-Orient. Et on dit qu'il y a moins de femmes entrepreneurs, mais il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent dans le VC, Venture Capital, que dans beaucoup d'autres régions, par exemple l'Asie. Donc, c'est des choses à prendre en note. Ok.
Si, je Merci. pense que si MAM se développe, si MAM se développe en Tunisie, Madame Caro va certainement faire appel à l'entreprise pour les besoins en termes de repas. Vous étiez en train de parler tout à l'heure aussi justement de ces femmes qui ne choisissent pas forcément d'apprendre l'ingénierie ou peut-être les sciences dures, on va dire, à l'université, mais qui ont quand même une vocation entrepreneuriale parce qu'il y a un marché. Ça me permet justement d'aborder la question de l'éducation. Est-ce que finalement, sur la base de ces éléments de constat, est-ce que vous pensez, et là je vais recommencer par vous, Madame El Hakim, est-ce que vous pensez que avec une certaine formation, une éducation peut-être à l'entrepreneuriat, c'est des éléments qui vont faire évoluer les mentalités et qui vont permettre à des femmes de se lancer beaucoup plus facilement, ou est-ce que finalement les compétences existent déjà et c'est sur d'autres éléments qu'on va jouer? Peut-être c'est juste mon opinion personnelle. Je ne suis pas la plus grande fan d'un parcours qui fait un master en entrepreneuriat. Ça, c'est quelque chose de... Bon, ça marche, ça marche pour des gens. Par contre, moi, je trouve que pour les femmes, même si, pour les femmes et les hommes, même s'ils ont fait un parcours, par exemple, dans l'ingénierie, dans les sciences sociales, etc. Avoir awareness, c'est vraiment avoir conscience des outils qui sont présents, c'est suffisant pour avoir cette vocation ou avoir aussi l'idée de commencer quelque chose. Par exemple, si une femme qui a 35 ans, elle a déjà fini sa formation, elle a peut-être une famille ou pas, et elle regarde un séminaire comme aujourd'hui et elle croit faire des outils présents en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte, etc. Elle va avoir cette curiosité. Elle n'a pas besoin d'aller en cours, d'aller faire une formation spécifique pour l'entrepreneuriat, parce qu'à la fin, l'entrepreneuriat va venir avec les besoins, va venir avec des co-founders, peut-être qu'ils ont beaucoup plus de connaissances techniques, et avec les investisseurs qui vont rentrer, parce que quand on commence à faire une levée de fonds, les investisseurs qui vont investir dans ces startups, ils vont donner ce boost, ils vont donner cette connaissance de l'entrepreneuriat en plus que ces choses. Donc peut-être une éducation purement entrepreneuriale n'est pas forcément la seule chose disponible et peut-être même pas la plus efficace. Ok. Ok, ben, on se rend quand même compte, et vous l'avez bien dit, Madame El Hakim, on se rend compte que il y a ce besoin là quand même de donner de l'information, de la bonne information à toutes les personnes qui veulent entreprendre, finalement qu'elles soient femmes ou hommes. Il y a aussi, vous avez parlé par exemple des co-founders, comment est-ce qu'on s'associe avec d'autres personnes, comment est-ce qu'on a la bonne information par rapport au marché, comment est-ce qu'on peut discuter avec un investisseur, et apparemment on se rend quand même compte que les femmes ont peut-être moins accès à cette information-là, ou peut-être qu'elles s'y intéressent moins, je ne sais pas. Je vais peut-être demander à Madame Karouf, est-ce que vous pensez qu'il faille mettre en place des dispositifs spécifiques pour sensibiliser plus les femmes sur les opportunités? Madame El Hakim disait tout à l'heure que c'est pas nécessaire d'organiser forcément des formations, un master en entrepreneuriat ou ce genre de choses, mais si on veut tenir compte en fait de ce gap, de cet écart qu'il y a aujourd'hui, qu'on constate entre l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat masculin, est-ce que vous pensez qu'il faille mettre en place des dispositifs particuliers pour permettre en fait à des femmes d'entreprendre plus facilement parce qu'elles ont quand même un certain nombre de contraintes? Madame, euh, Ouais. Madame Caro? Effectivement, moi je reviens vraiment sur un élément qui est clé par rapport à l'éducation, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une composante technique dans beaucoup de projets d'entrepreneuriat autour de la technologie, autour de la tech de façon générale. Et malheureusement, cette compétence, souvent, les femmes sont réticentes ou ne sont pas très très à l'aise par rapport à cette compétence-là. Donc ça, je pense qu'il faut être conscient. Il faut être conscient pour sensibiliser, pour inspirer, pour encourager vraiment les femmes à aller dans ce type de compétences et dans ce type de skills qui devient de plus en plus important. D'ailleurs, nous, en tant que Deloitte, on a lancé le
le World Class, qui a pour objectif d'avoir 3 millions d'Africains formés à horizon de 2030. Et on a choisi des skills vraiment très, très spécifiques qui permettent d'outiller justement les entrepreneurs de demain à avoir ce type de compétences qui deviennent de plus en plus importantes. Après, par rapport à justement ce réseautage et ces outils, je pense qu'il faut aussi être conscient que on peut avoir la compétence, mais si on n'a pas suffisamment confiance en soi et suffisamment de réseau, c'est difficile de réussir. Et souvent, malheureusement, ces deux contraintes, la confiance en soi et le réseautage, sont des freins de façon globale par rapport aux femmes. Donc, le fait de mettre des écosystèmes pour que ces femmes se rencontrent, s'inspirent, renforce leur confiance en soi et atténue ce côté social qu'on a cité tout à l'heure, c'est clé. Et puis surtout, de leur permettre d'accéder à des réseaux pour avoir l'information technique, l'information financière, les relais qui peuvent les aider pour compléter les compétences qu'ils ont, pour répondre à des interrogations qu'ils ont, etc. Et donc, je reviens vraiment sur cet élément de réseautage qui est clé et qui, souvent, malheureusement, la femme n'est pas suffisamment consciente de son enjeu et donc elle va perdre énormément de temps et énergie à essayer de faire par elle-même, alors que bon, s'ouvrir à un réseau et faire partie de réseau, de l'écosystème, permet d'accélérer encore plus. Tout n'est pas noir, hein. Là, on focus sur les préoccupations, mais comme ça a été cité, enfin, il y a vraiment de très très belles success stories dans les différents pays, on les voit, hein, et ça, c'est vraiment une fierté. Peut-être la petite recommandation, c'est qu'il faut qu'on communique un peu plus sur ces succès et sur ces belles réalisations pour que d'autres aient un peu plus d'inspiration et réduisent un peu leur appréhension par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Karouf. Madame Amou, pardon, vous qui dirigez un incubateur en Algérie, un incubateur spécialisé sur l'accompagnement des femmes. Euh, Madame Karouf parlait tout à l'heure de réseau, de l'importance d'un réseau. On a abordé la question de la formation ou en tout cas de l'information. Madame Karouf disait aussi que c'est important d'inspirer, d'avoir de montrer en tout cas les réussites entrepreneurial féminin pour réduire le risque qu'on peut, enfin pas le risque, hein, mais pour réduire en tout cas l'appréhension qu'on peut observer au niveau de certaines femmes entrepreneurs. C'est autant d'éléments que vous mettez en œuvre dans vos programmes d'accompagnement ou dites-moi enfin, très rapidement comment ça se passe en Oui, général oui. l'accompagnement des femmes entrepreneurs dans votre structure. Alors, c'est tout à fait ça, vraiment. Le constat a été qu'il y avait un manque de formation et d'accompagnement des femmes en matière d'entrepreneuriat. Et pour rebondir aussi sur les propos de mes deux copanélistes, en fait, la formation, c'est assez contradictoire parce qu'on pourrait croire que plus on a accès à la formation, plus on a des chances d'entreprendre. Alors qu'il y a des études en fait qui montrent le contraire. Par exemple, pour le cas de l'Algérie, on a par exemple un taux, le dernier rapport de l'UNESCO a montré que le taux de femmes ingénieures était le plus élevé au monde, il était de 48,5%. Et en fait, ça pourrait expliquer en partie pourquoi il y a à contrario, en fait, un faible taux de femmes entrepreneurs en Algérie par rapport au taux africain qui est de 24%. Donc en Algérie, on a un taux faible de 7%. Alors que l'Afrique, c'est vraiment le continent où les femmes entreprennent le plus au monde. Donc on pourrait croire que la formation pourrait aider à l'entrepreneuriat, mais pas toujours, dans le sens où l'accès à l'éducation donne aussi d'autres perspectives d'avenir, comme l'ingénierat pour le cas de l'Algérie. Et donc, c'est vraiment des données un peu paradoxales et qui pourraient expliquer en partie certaines choses. Et pour le réseau, alors c'est vrai que c'est très important vraiment le réseau en matière d'entrepreneuriat. C'est vraiment ce qu'on met en place au sein de notre incubateur. En fait, non seulement on propose de la formation donc dans divers domaines, hein, ça va
design thinking pour faire son BMC, son étude de marché, son business plan, le marketing, comment marketer sa startup, la gestion d'entreprise, le management d'entreprise, le PNL, vraiment un PNL focus très mindset en femme entrepreneur. Les RH, vraiment une panoplie de formations nécessaires en fait à l'aboutissement d'un projet et à développer une posture entrepreneuriale pour toutes ces femmes. Et aussi en fait le fait de par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le networking, on met en fait en place à disposition des porteuses de projets tout un écosystème, tout un réseau de partenaires privés, publics, ici en Algérie, à un niveau régional et international, donc que ce soit en Afrique, en Europe. Donc c'est vraiment tout un écosystème auquel elles n'auraient pas accès seules. Donc si elles se lancent seules, l'écosystème ne serait pas le même quand on se lance seul ou au sein d'une communauté. Et comme elles ont accès aussi à nos espaces de coworking, parce qu'à la base, en fait, espaces de coworking et catalyseurs un peu de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un vivier en fait de rencontres et d'échanges et de networking, tout simplement. Et pour rebondir aussi sur une dernière chose, l'importance en fait des rôles modèles, vraiment des success stories féminines, c'est vraiment très important et c'est aussi ce qui constitue pardon, l'un des freins aussi à l'entrepreneuriat féminin dans cette région-là qui est assez spécifique. Euh, Clairement, il y a ce manque de rôle modèle qui pourrait vraiment être très inspirant et donner envie d'entreprendre. Et pareil pour ce qui est des programmes de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Alors moi, je rejoins Madame El Hakimi qui disait que on n'est pas forcé de faire un master en entrepreneuriat, mais nous, on opterait beaucoup plus pour des programmes de sensibilisation à l'entrepreneuriat en milieu estudiantin, universitaire, au niveau des écoles, et qui seraient vraiment accessibles à tous. Donc, c'est pas forcément spécifique master entrepreneuriat, mais vraiment une espèce de sensibilisation générale à l'entrepreneuriat qui pourrait se faire à un niveau national via une caravane pour aller un peu à l'intérieur du pays et qui pourrait favoriser aussi bien le développement local que national. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. On va aborder la troisième partie sur le financement, qui est un point particulièrement important. On sait que la problématique du financement, elle existe hein, de façon très générale dans l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est encore plus important. Et quand on parle de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, c'est encore plus important. Et donc, finalement, selon vous, quelles sont les pistes je vais peut-être commencer déjà par le constat. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Ben, j'imagine que oui, mais j'aimerais quand même en savoir un peu plus. Enfin, si je prends le cas d'un pays comme l'Égypte, que vous connaissez très bien, Madame El Hakim, est-ce que c'est un constat que vous partagez, la difficulté d'accéder à un financement et quelles sont les pistes, quels sont les outils que vous utilisez pour faire face à ça, pour ce qui concerne spécifiquement des entreprises qui sont portées par des femmes. Merci beaucoup, Christian, pour cette question très intéressante. Et comme vous avez dit, c'est une des questions clés ou peut-être un pilier clé pour le succès dans l'entrepreneuriat en général aussi, pas forcément pour les entrepreneuses femmes. Mais plus en détail, par exemple, je vais vous dire que Falak Startup, c'est un accélérateur financé directement par le gouvernement. Donc, c'est un fonds public qui sert d'investir directement dans les tech entrepreneurs, femmes, hommes, mais surtout en tech et en early stage. Donc, dans un état un peu plus avant la série A, pre-series A, pre-seed. Ce qu'on a fait, c'est que il y a des buts de Sustainable Development Goals que nous devons cocher. Bon, c'est comme ça, mais vu que c'est un fonds public, nous devons vraiment voir tout ce qui est impact dans les industries spécifiques, mais aussi dans les female co-founders, dans les femmes cofondatrices, mais aussi dans l'emploi féminin. Donc, combien va-t-on générer l'emploi féminin? Ça doit aussi intérêt à la communauté elle-même être intégrée dans les startups. Donc, les femmes entrepreneuses peuvent être des femmes non cofondatrices, pas forcément avec equity, mais
elles vont travailler pour avoir un vested equity. Par exemple, vu qu'elles vont travailler dans une start-up, on va les rémunérer avec un pourcentage, par exemple, après quelques années, elles vont avoir 5% de cette boîte. Donc ça c'est aussi c'est quelque chose à regarder pour voir l'accès aux femmes, non en tant qu'entrepreneuses, mais qui travaillent avec des entrepreneurs, qui travaillent dans des startups. C'est une métrique que nous, on a intégrée dans nos études, pour aussi mesurer le succès de notre portefeuille. Et on a vu que ça donne un boost au nombre de femmes qui sont considérées cofondatrices. Parce que dès que vous avez un petit pourcentage dans une compagnie, dans une boîte, une start-up, vous êtes technically un co-founder ou vous faites partie de ce cap table. Voilà, et pour le financement, comme je vous ai dit, nous, en tant que fonds d'investissement et accélérateur, c'est un fonds public et notre ministre, la ministre qui a créé ce fonds était une femme et aujourd'hui aussi, le dossier est sous une autre ministre femme. Donc, l'engagement de ces femmes aussi donne envie aux entrepreneuses de peut-être faire confiance à ce fonds vu que l'équipe est predominantly féminine. Donc, Ouais. désolé pour le franglais, on, on parle Non, on beaucoup comprend plus très bien. en anglais en Égypte que... Voilà, ça c'est ce que j'ai peut-être à dire. Merci beaucoup et votre français est excellent. Merci en tout cas. Madame Carouf, de façon peut-être plus générale, puisque vous avez une connaissance assez globale sur toute l'Afrique du Nord, est-ce que cette problématique du financement, c'est quelque chose que vous étudiez particulièrement et est-ce que vous pensez qu'il y a des dispositifs particuliers qu'on pourrait mettre en place pour faciliter l'accès à du financement pour les femmes entrepreneurs ou est-ce que finalement, c'est pas nécessaire d'avoir une sorte de discrimination positive sur ces thématiques-là? Non, effectivement, c'est un sujet qu'on regarde de très très près. Et il y a presque deux catégories enfin, il y a les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Dans les mauvaises nouvelles, on va dire que malheureusement, souvent les acteurs financiers classiques ou les banques classiques vont être dans nos régions beaucoup dans des approches de valorisation de garanties réelles et peu de valorisation du projet et du potentiel du projet. Donc ça, de facto, on est tout de suite dans une discrimination puisque du fait de l'héritage, du fait de cette, cette réglementation, la femme a moins la propriété foncière. Et donc, de facto, elle va avoir moins les moyens de proposer des garanties réelles, moins les moyens d'avoir accès à des financements via des financements classiques dans des banques classiques. Ça, c'est vraiment un frein et malheureusement, ça l'a toujours été et ça continue. Et tant que ce mindset de financement du projet plutôt que le financement de la garantie réelle ne va pas changer dans certaines banques dans nos régions, tant que ce frein va persister. Le côté positif, c'est que souvent, quand on a des acteurs financiers qui évaluent, ils font quand même beaucoup confiance à des entreprises guidées par des femmes. Et ça, on le voit. Hein. On le voit de façon très, très claire parce qu'il y a une crédibilité, il y a un sérieux, il y a pas en opposition par rapport à l'homme, mais on a un côté engagement. Et d'ailleurs, je reviens vraiment sur le côté microfinance, où là, l'écart est encore plus important et on le voit, il y a cette proportion beaucoup plus forte de remboursement chez les femmes. Donc, dans les financements classiques, on reste quand même sur des freins très, très importants du fait de cette garantie réelle qui reste un réel frein. Le côté positif, c'est que quand même, là, on a cité un exemple de fonds d'investissement et il y en a de plus en plus des lignes de financement, des financements spécifiques par rapport
par rapport à des startups et des entrepreneurs. Et souvent, sur ces programmes-là, on a des critères de parité qui sont très, très exigés. Je reprends quelques exemples que nous avons, nous, dans nos programmes de financement par rapport aux startups où on accompagne tout le process de sélection et de mobilisation de financement. Les 50-50, la parité est exigée de facto dans ces lignes de financement. Et donc ça, c'est vraiment un levier et un accélérateur qui est de plus en plus important, puisque dans cette dans cette mouvance de start-up et d'outils et d'acteurs autour de cet écosystème, il y a cette prise de conscience qui est là, et qui est le problème de financement. Et souvent, les lignes de financement qui sont d'ailleurs, qui ne passent pas d'ailleurs par les banques classiques et qui passent par d'autres leviers. Ma collègue tout à l'heure a cité un exemple, permettent justement d'atténuer cette disparité. Je pense qu'il faut vraiment renforcer cet élément, le renforcer dans les institutions financières classiques, mais le renforcer surtout dans ces nouveaux types de financement. Ok. Ok. Merci beaucoup, Madame Caro. J'ai cru comprendre, Madame Amo, que vous êtes aussi dans un réseau de business angel, ou alors que vous avez initié un réseau de business angel pour justement faire face à cette problématique du financement. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? On n'a plus beaucoup de temps, hein. Oui. Environ 5 minutes pour finir. Donc, si vous pouvez en 2 ou 3 minutes nous parler de ce réseau de business angel et de comment est-ce que vous accompagnez les femmes, ça nous permettra d'abord d'aller droit à la conclusion. Ok, super. Alors oui, en effet, en marge de l'incubateur, on a créé un club privé de business angels au féminin également, donc qui s'appelle le Nissa Business Angel, Nissa qui signifie femme en arabe, et qui rassemble un peu des femmes entrepreneurs et investisseurs aussi bien d'Algérie, mais aussi de la diaspora algérienne un peu partout dans le monde, et aussi quelques hommes minoritaires, mais quelques hommes qui souhaitent investir dans l'entrepreneuriat féminin. Et en fait, le constat est parti du fait que le maillon en fait manquant à la chaîne au niveau de l'écosystème dans lequel on venait tout juste de s'introduire, le maillon manquant était clairement les financements en early stage notamment, donc tout ce qui est VC et business angels. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment s'équiper en fait, s'entourer de ce club de femmes investisseurs qui étaient prêts justement à soutenir nos startups une fois qu'elles étaient formées, accompagnées et dans leur phase d'amorçage et de levée de fonds. Voilà, le but était directement de les mettre en relation avec le club donc de Business Angels. Et je tiens quand même à préciser que le club de Business Angels n'a pas vocation à soutenir uniquement nos startups, mais vraiment toutes les startups qui se présenteront à lui et qu'il y a une vision en fait de positionnement à l'international, à la région, en fait, à l'ensemble de la région MENA en l'occurrence. Donc vraiment sur du moyen et long terme, le but est d'intégrer des business angels d'Égypte, de Tunisie, du Maroc et vraiment d'agir un peu ensemble et d'investir ensemble dans tous les féminins et porteurs de la région. Et Ok. je tenais aussi à souligner que vraiment l'accès au financement a été aussi considéré comme un frein en matière d'entrepreneuriat féminin dans la région qui nous rassemble. Et voilà, il y a plein de données, d'explications socioculturelles. Je pense que je n'ai plus le temps de m'étaler là-dessus, mais voilà, on en a parlé un peu brièvement. Clairement, oui, c'est le moins d'accès aux fonciers, moins d'accès au crédit bancaire. Alors en Algérie, il y a quand même des microfinancements qui ont été mis en place par le ministère donc, de la solidarité et de la condition de la femme, ce qui est une bonne chose. Et puis notre ministère aussi des startups a mis en place un fonds d'investissement. Et donc les choses sont vraiment dans une belle dynamique et tout est en train de se passer en ce moment. Et voilà. Et donc je tiens vraiment à préciser que le financement est une donne vraiment très importante Euh, on a, je crois qu'on a perdu Madame Amou. Madame Amou? Bon, ce sont les aléas du direct, hein. Mais je pense qu'elle avait de toute façon fini.
on a compris que il y a quand même des choses qui sont mises en place. On a parlé tout à l'heure des initiatives qui ont été mises en place en Égypte. Madame Amou était en train de nous donner un exemple aussi de comment est-ce que l'État algérien soutient quand même l'entrepreneuriat féminin en mettant en place de petits outils. Donc on voit qu'il y a un changement qui s'opère. Ce que moi j'ai noté, et je vais conclure, je vais vous donner une minute ou deux pour dire votre mot de fin. Mais ce que j'ai noté, c'est que il y a une nécessité pour les femmes entrepreneurs de cibler davantage le marché régional plutôt que des projets nationaux. Je pense que c'est Madame Carouf qui en parlait. Les entreprises qui sont dans une logique de mixité sont plus performantes. Ça, c'est quelque chose qui a été observé de façon beaucoup plus générale, mais qui est encore plus présent au niveau du Maghreb. Mais malgré tout ça, il y a quand même des contraintes sociales aujourd'hui qui freinent ou qui continuent de freiner le développement de l'entrepreneuriat féminin. On a parlé de la problématique du mindset entrepreneurial au niveau des femmes. On a parlé aussi de l'importance d'avoir des rôles modèles. On a eu quelques exemples, notamment de la startup Mom, qui permet à des femmes de cuisiner depuis chez elles et comme ça de créer quand même pas mal d'emplois. Donc, enfin, je vois ou je comprends qu'il y a une dynamique globale qui est plutôt intéressante et qui va dans le bon sens. En tout cas, merci beaucoup et je vous donne peut-être une ou deux minutes pour conclure, Madame Carouf. Merci à nouveau pour ce très beau sujet, qui est un sujet vraiment d'actualité et un sujet structurant pour l'Afrique, vu les enjeux et vu la dynamique. Moi, le point clé sur lequel je focuserai, c'est il faut oser. Il faut oser entreprendre, il faut oser avoir confiance en soi, il faut oser inspirer les autres, il faut oser demander de l'aide. Enfin, c'est vraiment le mot oser avec lequel je voudrais conclure cette session, parce que souvent les femmes ont énormément de potentiel, mais elles n'osent pas trop, donc juste oser. Il faut oser, c'est noté. Et je pense que toutes les femmes qui suivent cet atelier l'entendent. Il faut oser, il faut oser. Madame Amou, on vous a perdu tout à l'heure, mais on a bien compris en fait votre Je propos. ne sais pas du tout à N'hésitez quel pas. moment. Je sais pas à quel moment Ah, je on me vous suis a déconnectée. perdu. Je me suis rendu compte un peu tard, je crois. Non, mais c'est les aléas du direct, hein. C'est pas bien grave. On a compris en tout cas que il y avait de plus en plus de dispositifs de financement mis en place par l'État pour financer des femmes. C'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place. Oui, tout à Et fait. donc, je vous donne peut-être une minute, mais vraiment une minute pour conclure, parce qu'il ne nous reste vraiment plus de temps. Donc, en une minute, si vous pouvez conclure, ce serait parfait. Ah oui, alors moi, je voulais vraiment parler de l'autonomisation des femmes, en fait, qui est le but principal de toutes ces initiatives-là, en fait, et qui elles-mêmes, donc l'autonomisation a de nombreux impacts positifs, tels que la conquête de l'espace social et politique. C'est aussi un moyen d'accès à la modernité, puisque la réussite, en fait, entrepreneuriale est un facteur de libéralisation et de changement social, et qui remet un peu en cause toute la symbolique en fait des sociétés un peu à forte tradition que sont un peu nos sociétés nord-africaines et qui permettent vraiment d'accéder à une modernité et à une indépendance économique qui sont vitales aujourd'hui, surtout en temps de pandémie que nous traversons. Vraiment, le but c'est vraiment d'aller créer Ok, son propre emploi et de créer ses propres opportunités, tout simplement. ok. En tout cas, merci beaucoup. Donc, en autonomisation, oser il faut oser et il faut peut-être oser être autonome aussi. On peut compiler ça comme ça. C'est ça. Merci beaucoup. Je pense qu'en temps, on a perdu Madame El Hakim, mais c'était un plaisir d'avoir pu échanger avec vous. J'espère qu'on a pu donner quelques éléments à toutes les personnes qui sont en train de suivre cet atelier de Emerging Valley. C'était un plaisir d'avoir partagé cette table ronde avec vous. Merci beaucoup et à bientôt. Oui.